Donc pour confirmer le nerf, ça c'est le muscle homoyoïdien ici. Et ça c'est le nerf C1 qui innerve l'homoyoïdien. Et on va toucher le nerf. Et vous voyez qu'en phase avec les impulsions nerveuses, le muscle homoyoïdien se contracte. C'est très important de comprendre la maladie et sa subtilité pour choisir les bons traitements et de ne pas le caricaturer par une seule intervention, quel que soit le grade de cornage. Donc l'anesthésie est assez large, l'incision va être large puisqu'on va prendre un nerf qui part d'ici et qui va innerver ce muscle-là qui s'appelle le sternomandibulaire ou sternocéphalique, qui est activé à l'effort pendant le galop, en phase avec l'inspiration, et également au trot rapide. Donc on va greffer ce nerf-là sur le larynx, sur le muscle malade, et on va prendre aussi un autre nerf qui coulisse ici, qui est le premier et deuxième nerf cervical, qu'on va greffer également. Donc on doit faire une anesthésie locale assez large. Que vous soyez éleveur, entraîneur, cavalier amateur ou professionnel, vous avez tous un point commun, le respect et la passion du cheval. Le cheval, cet animal qui semble si fort et si robuste, peut parfois se montrer très faible. Tous les jours, aux quatre coins de l'Europe, des chevaux ont besoin de soins vétérinaires. Pour la plupart d'entre eux, l'intervention du vétérinaire de terrain à l'écurie sera suffisante. Parfois, le recours à des spécialistes est indispensable. Tous ces vétérinaires passionnés travaillent pour la plupart main dans la main avec un objectif commun. Partager leur savoir, développer de nouvelles techniques de soins et maintenir vos chevaux en bonne santé. C'est pour saluer le travail de tous ces vétérinaires que nous avons décidé de partir à leur rencontre et de vous proposer tous les lundis soirs Rendez-vous Veto. Pour lancer ce programme, nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de poser nos caméras à la clinique de Grosbois. À proximité de Paris, cette clinique est située au sein d'un domaine d'entraînement de 412 hectares entièrement dédié au cheval. Bienvenue dans Rendez-vous Veto. Ce programme vous est proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois. Alors Fabrice, un nouveau traitement du cornage chez le cheval, puisque c'est bien cette maladie qu'on va traiter aujourd'hui. Intervention debout. De quoi s'agit-il exactement? Alors, pour un petit rappel, le cornage, comme on l'a dit hier, c'est une maladie progressive qui est liée à une maladie d'un nerf, le nerf récurrent, nerf laryngé-caudal, qui est malade, qui dégénère au cours du temps, et qui va aboutir à une paralysie progressive du larynx, en raison d'une atrophie du muscle qui est innervé par ce nerf malade. Donc le nerf est malade, il envoie moins d'influx nerveux, le muscle se paralyse progressivement et au cours de la vie du cheval, le cornage évolue jusqu'à une paralysie complète. Donc là on peut le voir sur le larynx? Oui, tout à fait. Donc c'est un muscle qui se situe ici, qui est un muscle innervé par un nerf, le nerf récurrent qui progresse le long de la trachée. Ce nerf étant malade, progressivement ce muscle va s'atrophier, ne plus se contracter, et du coup la partie gauche du larynx ne va plus jouer son rôle d'ouverture et de fermeture et va rester paralysée et à l'effort va être aspiré vers le côté droit pour occlure complètement la glotte et étouffer le cheval. Et l'impact clinique de cette maladie est variable en fonction de l'intensité d'exercice du cheval, chevaux de course, chevaux de sport de haut niveau et petits chevaux de loisirs, mais pas tout le temps. Il y a des chevaux de loisirs qui sont très impactés par cette maladie quand le larynx collapse très très fort, mais va être aussi impacté au cours du temps, puisque c'est une maladie qui est évolutive, qui touche en général des très jeunes chevaux, 2-3 ans, qui n'est à peine décelée, à peine par un petit bruit et encore pas toujours. Et au fur et à mesure de l'avancée des mois et des années, 3, 4, 5 ans, la maladie évolue, le muscle s'atrophie complètement et devient complètement fibrosé et irréversible. Là, c'est peut-être important de signaler aussi que le rôle préventif est important. Chez le jeune cheval, dès qu'on a ces symptômes ou ces signes de bruit à l'effort. Exactement. Parce que si on attend trop, on va avoir une paralysie complète, une fibrose, et le seul traitement valable est un tie-back, une laryngoplastie, chirurgie qu'on a vue précédemment. Cette chirurgie marche très bien, mais malheureusement, elle est quand même très brutale d'un concept physiologique. Et même si ça a l'air d'aller bien, beaucoup de chevaux, au cours des années, après 3, 4, 5 ans, ont des maladies pulmonaires respiratoires profondes, comme des bronchites, des toux, etc., qui sont liées à une inadéquation physiologique en fait, de cette technique, même bien réalisée. L'avantage, quand on s'y prend très tôt,
c'est que le muscle n'est pas complètement fibrosé, il est encore viable, et on peut remplacer, non pas le muscle, mais le nerf malade par des greffons, des nerfs qu'on va prendre à d'autres endroits, et qu'on va greffer sur le muscle malade, et on choisit ces nerfs pour que ces nerfs soient activés à l'exercice et pas activés au repos. Et le gros avantage, c'est que du coup, lorsque le cheval est au repos, son larynx est fermé, et lorsque le cheval va être exercé, plus il va être exercé intensément, plus le larynx va s'ouvrir par la contraction du muscle. Et le choix de ces deux nerfs est primordial. Ça, c'est uniquement possible si le muscle n'est pas complètement atrophié. Hein. Exactement. Tu as tout compris, d'où l'importance de ne pas attendre que le cheval montre des signes sévères, mais d'anticiper la maladie, puisque si on la prend tôt, on peut avoir un traitement physiologique et guérir la maladie par la greffe. Si on attend trop, on aura une technique qui marche, mais qui peut être soumise à des complications sur le long terme. Et donc c'est pour ça que sur des très jeunes chevaux, même des yearlings, hein, sur les chevaux de course, on agit vers 1 an et demi. Puis après sur des jeunes chevaux de sport, 3 ans, 4 ans, si on détecte précocement la maladie, par une endoscopie au repos, puis par une endoscopie à l'exercice et enfin par ce qui est primordial, une échographie du larynx, on arrive à anticiper l'évolution et donc la traiter précocement et véritablement guérir le cornage. De vérifier que le larynx n'est pas anormal, hein, qu'il a bien un cornage classique, c'est-à-dire une maladie du nerf récurrent et pas une malformation, hein, ça arrive sur les jeunes chevaux. Donc là on vérifie qu'il y a une bonne articulation, peut-être que tu peux montrer une articulation entre le thyroïde et le cricoïde. Okay. Une fois qu'on a fait ça, c'est un examen qui se fait très très rapidement, on va examiner le muscle, pas le muscle paralysé, mais un muscle innervé par le même nerf que le muscle paralysé. Ça s'appelle le crico-aryténoïdien latéral, tu peux friser. Hein, on voit que ça c'est l'aryténoïde, le cartilage hein, qui permet d'ouvrir le larynx, et là c'est le muscle qui est innervé également par le nerf malade, le nerf récurrent. Et on voit qu'il existe des points noirs dedans, c'est toujours des fibres musculaires viables et qui nous prouvent que la maladie n'est pas en grade maximal. Hein. Quand on a des doutes, on peut comparer avec l'autre côté. Puis on va examiner le muscle impliqué dans la maladie qui permet d'ouvrir le larynx, le CAD. Et on voit donc le processus musculaire, l'articulation entre le cricoïde et l'aryténoïde. Et là, ce petit tube que vous avez là, c'est le muscle CAD. Et vous voyez que dedans, il n'est pas complètement blanc, mais est noir. Et ce qui est noir dit hypoéchogène. Ce sont les fibres musculaires. Donc il persiste des fibres musculaires. Quand la maladie est avancée, c'est totalement fibrosé, hyperéchogène, donc blanc. Ça ressemble à des rubans blancs. Le fait que ça soit noir, donc que ça soit hypoéchogène, signifie que ce cheval a une maladie qui est très récente, il a encore un volume musculaire viable et donc on peut le réinnerver et redonner une fonction à ce muscle par un nouveau nerf. Tous ces examens préalables avant la chirurgie confirment que la chirurgie est nécessaire, évidemment. Exactement. Elle permet d'une part de confirmer que le cheval a bien un cornage, parce qu'il y a d'autres causes de bruit qui peuvent être décelées, et également voir à quel degré d'évolution est la maladie et savoir si on va plutôt partir sur une prothèse laryngée, donc tie-back ou laryngoplastie, ou sur une réinnervation laryngée, greffe de nerfs, et ce choix se fera en fonction de l'échographie laryngée. Et il y a des intermédiaires où on peut maintenant associer une prothèse très légère, non invasive, et une greffe. C'est un peu un compromis entre les deux qui permet d'avoir tous les choix stratégiques et thérapeutiques en fonction du grade. Et c'est très important de comprendre la maladie et sa subtilité pour choisir les bons traitements et de ne pas le caricaturer par une seule intervention, quel que soit le grade de cornage. Alors ici, jeune cheval de sport, donc le muscle n'est pas complètement atrophié, diagnostiqué, tous les examens préalables ont été faits, intervention debout. Quelle est l'importance de faire ça debout chez le cheval, cette greffe de nerfs? Alors, cette chirurgie peut être faite debout ou couché. C'est vrai que maintenant, on la fait quasiment tout le temps debout, à part pour les très jeunes, les bébés, les chevaux de 1 an ou 18 mois, qui sont un peu plus difficiles à tranquilliser debout. Mais sinon, tous les autres sont faits debout. L'avantage, il est évidemment éviter l'anesthésie générale et des risques potentiels au réveil sur des grands chevaux, mais également pouvoir examiner les différentes structures anatomiques, elles sont très nombreuses et très complexes, l'œsophage, les carotides et surtout tous ces nerfs-là, de mieux les mettre sous tension par des rotations du larynx qui sont très faciles sur le cheval debout étant complètement relâché, il n'y a pas de tube orotrachial, le larynx peut être bougé, amené vers l'extérieur et surtout une fois qu'on va mettre les greffons, on va mettre les greffons de telle manière que après,
avec les mouvements de la tête, ces greffons ne sont pas ni tirés, ni soumis à des strictions ou à des frottements. Donc c'est très important d'avoir le cheval exactement dans la position où il sera à l'exercice pour pouvoir administrer les greffons dans des zones où ils vont avoir la meilleure prise et la meilleure fonction possible. Et ça, c'est vraiment essentiel. Donc l'anesthésie est assez large. L'incision va être large puisqu'on va prendre un nerf qui part d'ici et qui va innerver ce muscle-là qui s'appelle le sternomandibulaire ou sternocéphalique. C'est un très gros nerf qui est activé à l'effort pendant le galop, en phase avec l'inspiration, et également au trot rapide. Donc on va greffer ce nerf-là donc sur le larynx, sur le muscle malade. Et on va prendre aussi un autre nerf qui coulisse ici, qui est le premier et deuxième nerf cervical, qu'on va greffer également. Donc on doit faire une anesthésie locale assez large. Enfin, la taille de l'incision n'a absolument aucun lien avec une complication ou les moindres problèmes. Hein. L'aspect mini-invasif est plus lié à la délicatesse de dissection des tissus que la taille de l'incision. Les grandes plaies cicatrisent aussi bien que les petites. Il vaut mieux bien voir et observer finement les tissus pour être extrêmement précis dans la mise en place des nerfs ou pour un tie-back pour la mise en place des prothèses. Donc il faut voir et être très précis. Donc la taille de l'incision est complètement secondaire par rapport à la précision et l'aspect mini-invasif de l'œuvre. Alors je pense qu'on peut résumer l'intervention en 3 étapes. C'est la dissection, repérer évidemment les nerfs qu'on va aller chercher. Ici, 3 nerfs. C'est un choix stratégique. Est-ce qu'on pourrait faire plus, moins Alors c'est exactement ça. La première chose, on va chercher les nerfs, ne sont pas toujours aussi faciles. Sur le cheval d'aujourd'hui, on avait un peu plus de difficulté à trouver les rameaux, en particulier du nerf accessoire. Et une fois qu'on les a trouvés, on y arrive toujours. On peut s'aider d'un petit neurostimulateur qui va envoyer des petites stimulations électriques au nerf et vérifier que c'est le bon muscle qui se contracte. Une fois qu'on a choisi ce nerf-là, on va le disséquer le plus long possible pour éviter les tensions. On va le séparer, puis on va amener les rameaux vers le larynx, puis on va ouvrir le larynx, la musculature laryngée pour l'exposer complètement, ce qu'on appelle le CAD, le cricoarytenoïde dorsal, le muscle à implanter. Et une fois qu'il sera à la fois bien ouvert, bien exposé et en rotation, on pourra faire une microchirurgie, comme on ferait une microchirurgie sur un œil ou sur des tissus très très fins, parce que le cheval ne bouge plus et on arrive à suturer très finement ses nerfs exactement dans la position la plus adéquate. Et le rôle de le faire debout est essentiel parce qu'il permet cette exposition très belle et donc la finesse de l'acte. Je peux y aller, c'est bon? Incision. Ouais, je vais changer un peu. Parce que en fait, ça permet de... Ça apporte pas grand chose la deuxième incision. Et ça permet d'avoir pour l'aide une rétractation plus facile en fait. Peut-être que ça fait une incidence des sérums un tout petit peu plus grande. Mais l'avantage c'est que ça permet quand même de rétracter très facilement. Comme souvent j'ai la veine qui est descendue un peu par rapport à mon compresse. Je vais rectifier ça tout de suite. La veine on la tire vers le bas, tu vois, donc il faut faire attention de ne pas aller se la taper. Donc on progresse gentiment ici. Le tissu est beaucoup plus épais ici à cause du sternomandibulaire, donc c'est intéressant d'aller progresser vers l'arrière d'abord. Du coup on retrouve la veine ici qui est tirée vers le bas, ce qui permet d'éviter de la ponctionner. Elle n'est pas située au même endroit. Voilà, vas-y, comprends. Tu veux écarter ici plutôt, s'il te plaît. Donc l'autre caractéristique, c'est qu'elle est plate en caudale. Quand le cheval a la tête en haut, comme ça,
Ça s'aplatit. Là. Et donc il faut vraiment passer sous elle ici. Et trouver le plan sous la veine, ce qui va être le plan où il y aura le nerf. Hein, donc faut pas être négligent dans les plans. Ici. Parce que du coup on se retrouve avec le plan et le nerf qui doit être ici. D'accord? Ok. Voilà, on voit le muscle sternocéphalique, on le voit très bien. Faire un petit peu d'hémostase. Alors, question qui me vient à l'esprit, on prélève pas, on utilise 3 nerfs qui servaient à autre chose, ils n'ont plus cette action. Est-ce que c'est néfaste pour le cheval? C'est une excellente question. Et il faut savoir qu'en amont, il y a des années et des années de recherche qui ont été basées par des recherches, ce qu'on appelle des électromyographies. Donc d'abord, il faut savoir est-ce que ce nerf est adapté au larynx, c'est-à-dire est-ce qu'il va se contracter, il va être stimulé au bon moment de l'inspiration. Imaginons qu'il se contracte pas du tout quand le cheval va vite, pas du tout quand il galope et pas du tout comme il inspire. On peut avoir un effet même opposé. Donc c'est très important de savoir. Donc c'est des grosses études de recherche qu'on appelle en électromyographie. On va mettre des petits patchs et on va stimuler les nerfs. Et puis, dans un deuxième temps, on va essayer de connaître anatomiquement l'impact de la dénervation. Il se trouve que les deux muscles qu'on a dénervés, c'est l'homoyoïdien et la branche ventrale du sternocéphalique. On a fait de longues études pour démontrer qu'il n'y avait aucun impact. D'abord parce qu'il y a une compensation par l'autre côté, et ensuite que la nature est bien faite. Il y a une réinnervation supplémentaire qui va venir d'autres nerfs, en particulier les nerfs cervicaux, et qui va réinnerver partiellement, mais suffisamment pour qu'il n'y ait absolument aucun impact sur la locomotion. Donc maintenant, il faut aller trouver... Donc là, on fait un abord qui est équivalent à un abord de laryngoplastie, donc tout est prêt. Et maintenant, avant de rentrer dans la région laryngée, il faut qu'on trouve le nerf, les branches du premier et du deuxième nerf cervical. Donc on va pénétrer ici. Tire un petit peu moins s'il te plaît. Voilà. Juste là, le temps que je rentre dans le fascia. Ouais. Donc, tu vas voir après, c'est après que c'est magnifique. Donc, attends, tranquille. Donc on va remonter un peu plus haut. Lâche un peu s'il te plaît que je me reprenne. Que je reprenne mieux. On va rentrer ici. Voilà. Donc, on rentre dans la zone laryngée, mais on ne la pénètre pas complètement. Hein, on ne va pas jusqu'au cricopharyngé. Donc on se fait l'ouverture. Et on va chercher le nerf qui se trouve juste ici. Un petit coup de doigt ici et il est ici. Donc on va faire ce petit tour de main, on laisse le tissu ici, on arrive à trouver le nerf et à l'isoler immédiatement. Le neurostime on. Je peux avoir le neurostimulateur. Donc pour confirmer le nerf, ça c'est le muscle homoyoïdien ici, et ça c'est le nerf C1 qui innerve l'homoyoïdien, et on va toucher le nerf, et vous voyez qu'en phase avec les impulsions nerveuses, le muscle homoyoïdien se contracte. Ok, ce qui nous permet de confirmer que c'est le bon nerf, et ce nerf là part d'ici, donc on va le disséquer gentiment. Maintenant je sais que je peux couper ça, mais si je l'avais fait avant, j'aurais eu un risque assez significatif de couper mon nerf. Et là on a la deuxième branche ici, normalement il y a peut-être un peu d'anesthésique locale, ou c'est pas la bonne branche, mais on le voit bien là. Et donc on va gentiment disséquer d'abord au doigt, puis rapidement au ciseau. Ok. Là j'ai un petit faisceau lymphatique coupé.
peut arrêter le bip un petit moment. Ok, donc là on cherche les rameaux et en général ils apparaissent sur le côté. Voilà. Et vous avez pu alors, au travers de ces études, démontrer que l'utilisation de ces nerfs à l'effort, donc au galop ou au trot à grande vitesse, pouvait stimuler le muscle qu'on va chercher à stimuler. Du larynx, exactement. En fait, on a timé parfaitement à la microseconde près que par exemple le nerf spinal accessoire, la branche ventrale, était exactement activé une fraction de seconde au galop avant l'inspiration et s'arrêtait de stimuler au moment de l'expiration. Donc il était le nerf le plus adapté. Vous voyez que c'est un très gros nerf en plus, donc il envoie beaucoup plus d'influx que les autres. Et le nerf C1-C2, c'est des études beaucoup plus anciennes qui avaient été développées dans les années 80 par l'université de Cornell à New York et par un Australien. Et cette technique était assez passée en désuétude et pas si à la mode que ça, d'abord par sa difficulté technique et par le fait que la force de ce nerf-là est très variable. L'avantage d'en avoir deux, c'est qu'on compense un petit peu la variabilité du premier nerf par le deuxième, qui est toujours un gros nerf et extrêmement puissant, on va dire, en termes de contraction induite. Donc ça, c'est le nerf, la branche ventrale du nerf accessoire ou nerf spinal accessoire. La branche dorsale innerve le brachiocéphalique et le splénus, et donc sa branche ventrale va innerver ce muscle-là, qui est un muscle qui est utilisé dans la flexion de la tête, et en fait qui est activé à chaque fois au galop que le cheval va inspirer. Le nerf va être activé. Donc le but du jeu, c'est de prendre ce nerf-là qu'on va trouver, de le greffer sur le larynx, pour pouvoir stimuler le larynx à chaque inspiration au galop. Et au trot rapide, il se stimule plus de manière, on va dire, cyclique. Donc là, c'est pareil, on effectue une dissection fine pour essayer de trouver ce nerf-là. Alors, on est plus ou moins chanceux en fonction des chevaux, mais on finit toujours par le trouver. Je le sens bien ici. Voilà. Alors le placement, puisque ici quelque part on reproduit quelque chose d'artificiel, même si on cherche la nature, c'est le placement des nerfs à des endroits bien précis, la greffe en tout cas, placée à des endroits bien précis, ça aussi c'est stratégique. Oui, c'est très stratégique et je pourrais en parler pendant 3 jours sans m'arrêter, mais en gros, on choisit en fonction des plaques motrices, des zones neuromusculaires du nerf initial, le nerf récurrent, et on sait par exemple que ce qui va produire le maximum d'ouverture, c'est la partie latérale du nerf, la branche latérale, la ceinture latérale musculaire, et là-dessus on va lui mettre le nerf le plus puissant, le nerf accessoire. Et on sait que l'autre ceinture, la ceinture médiale, maintient plus quelque chose de constant, et donc on va mettre un nerf qui induit plus de constance mais moins de force. Et on joue un peu sur ces volumes et sur ces stratégies pour avoir le meilleur, et surtout on évolue chaque jour à chaque cheval, on les revoit après en contrôle, on revoit l'endoscopie, on note exactement la position dans les rapports chirurgicaux des nerfs, ça nous permet de nous adapter et de nous améliorer jour après jour. Et donc je vais le couper, vous allez voir au moment où je vais le couper, le cheval va réagir un peu. Voilà, et on l'a coupé net. Le voilà. Ok, parfait. Les deux nerfs, les deux rameaux, le nerf C1-C2 ici, qui vient de la carotide, et le nerf spinal accessoire, qui partent juste dans ce petit fascia, juste au-dessus de la carotide, et qui du coup n'est plus soumis à destruction parce qu'il y a cette ouverture ici. Par contre là il y a une grosse artère, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention lors de la perforation. Et là donc on a les deux autres rameaux du nerf C1, le rameau droit et le rameau thyroïde ici. Donc on a 3 greffons qu'on va pouvoir regreffer maintenant sur le larynx. Ok, voilà, je me mets un peu de l'anesthésie locale. Et puis je vais me ponctionner. Voilà, bonhomme. Je te remets la locale, t'inquiète pas, tout va bien. N'ayez pas peur. Voilà, les 2 rameaux du C1. Le nerf spinal accessoire, donc les 3 rameaux. Et le muscle crico-arythénidien dorsal, qui on voit il a une couleur plus blanche, un peu marbrée. Ici un peu plus plat qu'un muscle normal, mais pas complètement blanc, donc il reste des fibres musculaires qu'on voit très bien, des petits vaisseaux ici qui innervent, et on va pouvoir donc greffer
les deux nerfs de part et d'autre au niveau de sa ceinture. Donc tout le muscle est, grâce à la position debout en particulier, mais on peut le faire coucher aussi, visualisé et prêt à être greffé. Donc celui-là on va le mettre plutôt latéral et plutôt caudal, donc je le vois bien ici. Ça te va? Même ici. Pas trop latéral parce qu'il y a un peu de gras. Donc on ponctionne ici. Un petit peu plat ici. Ici. Bon, on va essayer d'être au ras du tendon. Pas trop profond là, bonhomme. Voilà, là on est parfait. Ok. Il faut faire attention que ça tombe pas. Ça va pas être très facile pour toi, mais on va essayer de... Voilà, et là on le fait assez latéral. Un peu plus loin. Voilà, ça te va? Ok. Je viens de porte-aiguille, s'il te plaît. Merci. Attention que ça tombe pas si tu arrives. Avec ta troisième main. Il faudrait créer des manipulations génétiques des résidents avec 3 mains. Ce serait très utile, hein. Voilà, merci. Voilà. Ok. On voit le nerf donc qui est rentré là, qui se trouve ici, avec la petite pochette prête à greffer. Merci beaucoup. Et donc là, on va partir ici. Parfait. On passe dans le nerf à environ 3 mm. Si tu peux... Ok. Et on repasse dans l'autre sens. Ici. Ok. Parfait. Ensuite, je veux bien les Miltenbaum. Ceux-là, je te rends ça et ça. On coupe le petit chef qui était servi à passer le nerf. On laisse environ 2 mm par rapport à la suture. Voilà. Je reprends la petite pince de nerf. Et puis on tire sur le nerf en même temps que sur la suture ici. Le nerf va rentrer dans sa petite poche. Ici. Ici. Voilà. On retire la pince. On le rentre bien dedans. On n'hésite pas à le rentrer encore un peu ici. Voilà. En fait, en tirant un peu, il va rentrer un peu mieux. Et je vais prendre mon porte-aiguille, s'il te plaît. Voilà. Voilà, on vérifie qu'il ne ressort pas. Éventuellement, je mettrai un petit point après. Je vais remettre un petit point sur le muscle pour être sûr que... Voilà. Parfait. Les ciseaux, s'il te plaît. Merci. Je vais l'enfouir un petit peu avec un petit point. Je vais reprendre... Tu vois, je trouve qu'on a... Comme j'ai ouvert un peu, ça a l'air d'aller, mais je vais quand même faire un petit point ici, d'accord? Ça te va comme ça? Hein? Je ferme le tunnel parce que je le trouvais un peu à fleur. Peut-être que mes points auraient pu être un tout petit peu plus loin, d'accord?
Mais au moins là je suis sûr de mon coup. Voilà. Ok, ça c'est parfait. Donc en fait le muscle présente des facteurs de croissance. Voilà. On voit bien le nerf rentrer au milieu du muscle ici. Hein, il est plutôt latéral et l'autre on va le mettre plutôt médial. Donc on fait la même procédure. Je vais faire un tunnel et un direct. Aussi, c'était ma question suivante. On l'a vu dans le tie-back ou dans la laryngoscopie que le réglage fin était très important. L'ouverture, la fermeture. Ici, est-ce qu'on pourrait penser que le nerf active beaucoup trop le muscle aussi Ça, heureusement, ce n'est pas possible. Pour des raisons que je ne connais pas encore, mais il est vrai qu'on a commencé à greffer ce gros nerf sur ce muscle-là. On s'est dit peut-être qu'on va avoir quelque chose de trop puissant et qui va également s'activer, par exemple, quand le cheval bouge la tête. Vous voyez, quand il est en train de manger et qu'il va arracher. Or, il y a des compensations qui se font très bien et qui sont régulées par le muscle lui-même qui a quand même une forme de dégénérescence. Donc, c'était une très bonne question et on a vérifié ça. Et on continue à s'adapter en fonction des succès ou des moins bons succès en fonction des chevaux pour avoir le greffon optimal. Et on est en train de combiner un petit peu des laryngoplasties très douces avec des greffes de nerfs pour avoir quelque chose de physiologique. Le but, comme toute chirurgie, c'est d'être le plus près de la nature, le plus proche de la nature, de la contrer le moins possible. Je vais aller chercher le dernier rameau, qui est celui-là. Je vérifie qu'il n'est pas tordu, tu vois, il est un peu tourné, hein. Donc, il faut le passer au-dessus, hein. Il faut toujours regarder bien. Ah, mon petit père. Il ne faut pas arracher tout, donc il faut être assez délicat. Ok, donc il est là, je le fais passer par l'autre côté. Je le chope ici. Et je le fais ressortir par là, comme ça il est bien aligné, d'accord? Voilà, parfait. Je vais le couper à ras avec les petits ciseaux ophtalmo pour que les axones soient bien sortis. Voilà, je fais une petite coupe franche ici. Parce que comme je vais le mettre en approche directe, voilà. Puis, alors je change un peu, excuse-moi, je le mets en direct là. Ça va, Ariane? Oui, oui. On va le mettre ici, on va le mettre en approche directe ici, juste à côté de son copain. Donc, on pousse ici. Voilà. Tac. J'ai pas fait de bêtises. Hein. C'est le truc médial. Non, c'est bon. Hein. C'est bon. Non, je ne prends pas ça. Je vais direct, exactement. Donc, tire là-dessus à fond. Donc, voilà. Il faut trouver le petit tunnel. Voilà. Parfait. Est-ce que cette chirurgie vient de l'humain? Exactement. J'ai eu la chance de rencontrer un professeur en chirurgie de gorge, le professeur Jean-Paul Marie à l'université de Rouen, au CHU de Rouen, qui est le pionnier mondial dans la réinnervation laryngée sélective chez l'homme. Il a inventé une technique par une réinnervation sélective, donc des paralysies bilatérales chez l'homme par le nerf phrénique, un rameau du nerf phrénique, qui est le nerf parfait, qui est impossible chez le cheval de par la taille de l'encolure. Mais par rapport à ses recherches, on a beaucoup travaillé ensemble. Il m'a beaucoup aidé dans ce projet. Et à la faveur de ces études, on a pu découvrir avec mon équipe ce nerf accessoire. Et on a partagé nos résultats avec lui de MJ, qu'il analysait également. Et on a la grande chance d'échanger en permanence. Et on leur apporte aussi quelque chose, car le cheval est un magnifique athlète et représente bien la nature poussée dans ses extrêmes. Et donc nos recherches leur sont très utiles aussi. Donc c'est des belles choses de partage. Et c'est très agréable de pouvoir partager avec autant de personnes. Voilà, là on prend l'extrémité qu'on a recoupée. Donc c'est pareil, il faut avoir. Là, par contre, il faut bien l'attraper parce qu'on a un seul point de fixation. Donc du coup, je passe 2 fois pour être sûr. Parfait. Voilà. Ok. Et je vais repasser dans l'autre sens. Parfait. Tu tires un peu sur la pince, Joseph. Voilà. Et là, je me mets un peu plus loin que l'autre. Voilà.
Ça c'est l'œsophage, hein, les muscles œsophagiens. Donc il faut faire attention de ne pas confondre les deux muscles. Voilà, il rentre parfaitement dans sa petite pochette. On enlève la petite pochette. Et l'avantage, c'est que lui, il va rentrer dans la direction opposée, tu vois. Donc je pense que ça doit faire un matchage un peu plus sympa. Voilà. Donc le nerf spinal accessoire dans la ceinture latérale du CAD. Et le C1, C2, donc premier et deuxième nerf cervical, plutôt dans le chef médial. Et l'avantage, on voit bien les rameaux hein, qui arrivent donc, qui passent sur la carotide ici, les deux. Et on voit la chose importante, c'est qu'il n'y a aucune tension sur les nerfs, hein, qui ne sont pas du tout tendus. Et quand on relâche, on voit que il n'y a aucun tissu qui va recouvrir les nerfs, mais que grâce à la position debout, on arrive à remettre exactement dans une position très anatomique. Voilà, c'est un peu la beauté de la chirurgie. Et après, on n'a plus qu'à, on va mettre un peu rincer, mettre un peu d'acide hyaluronique et fermer. Donc l'avantage de la technique aussi, c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on peut faire toute sa microchirurgie. C'est vraiment de la microchirurgie sur le cheval debout. Et avec une très bonne anesthésie. Je mets un peu d'acide hyaluronique, on en dispose sur tous les nerfs. L'avantage que je trouve, c'est que ça fait un petit film pour les adhérences, puisque comme tu vois là, c'est ça. Et c'est surtout qu'avec les mouvements, quand on va relâcher la pince Joseph, on remet la larynx en place, et le cricopharyngé revient derrière, et il peut frotter un petit peu avec les mouvements de la tête sur le nerf, donc j'espère que ça peut avoir une petite action anti-adhérence. Pas de souci pour la suite pour ce cheval qui vient d'être opéré. Donc là, il se réveille tout doucement, on le voit derrière. C'est aussi un grand avantage de l'opération debout. Oui, tout à fait. Dans quelques minutes, il sera dans son box, tranquille, et il se réveillera gentiment. Mais dans le futur, dans le sport, on constate rien d'anormal. Justement, on a tenté de reproduire ou de rendre à la nature telle qu'elle devrait être. Donc là, on voit rien, on constate rien dans l'évolution après. Non, il n'y a pas vraiment il y a aucune complication réelle de cette chirurgie-là. Les complications qu'on peut avoir, c'est d'abord un séroma, c'est-à-dire la connexion de lymphe. Vous avez vu qu'on doit se faire un espace de travail. On doit amener les tissus à nous et créer une sorte de poche de travail. Cette poche peut se remplir de lymphe et de liquide. C'est quelque chose qui rétrocède toujours tout seul. Les autres choses qu'on peut avoir, et c'est pas une complication, mais c'est un petit défaut, c'est que comme tout ce qui est naturel, c'est long. Et ce nerf va mettre pas mal de temps à jouer son rôle plein et le muscle va mettre pas mal de temps à se remuscler. C'est comme un cheval qui sort du pré avec plus de dos. Il ne va pas retrouver son dos au bout de 15 jours, mais il va lui falloir du temps et ce qu'on appelle de la réhabilitation. Donc le nerf met environ 6 mois, et le muscle met environ 6 mois à se réhabiliter et à retrouver sa fonction. Ça peut même durer plus, 8-9 mois. Donc il faut des jeunes chevaux et des gens patients. Ça ne veut pas dire que le cheval ne va pas être bien tout de suite, puisqu'on lui a fait, vous avez vu au début, un petit laser et on a donc fait une petite résection des cordes vocales qui va enlever le bruit et donner quand même un peu d'espace à l'air. C'est pas des chevaux qui paralysent complètement, les chevaux qu'on choisit pour cette réinnervation. Donc ça va être progressif, mais on va dire l'apogée du succès de réinnervation fonctionnelle va prendre au moins 6 mois. Donc il faut vraiment un investissement dans l'avenir pour toute la carrière du cheval et pas un succès immédiat, et même s'il est violent. Donc certains chevaux ont besoin d'être réhabilités immédiatement, des chevaux de course ou des chevaux de sport avec des échéances. Ceux-là, on choisira plutôt le tie-back, comme les chevaux très atrophiés, la maladie est très avancée. Mais il n'y a pas vraiment de complications sur cette chirurgie, c'est naturel. C'est ça l'avantage de l'intervention. C'était donc une intervention qu'on nomme. Comment on appelle ça? On appelle ça, le terme exact, c'est une réinnervation laryngée sélective. Ça veut dire qu'on va réinnerver un larynx de manière sélective, juste ce muscle-là. Le terme le plus commun, c'est une greffe de nerfs. La greffe de nerfs laryngée, c'est quelque chose qu'on utilise dans le langage courant, mais la réinnervation laryngée est le bon terme. C'était donc une façon de traiter une pathologie respiratoire du cheval, le cornage. Merci d'avoir partagé ça avec nous et à la prochaine. Merci à toi et merci beaucoup à Equideo.
Ce programme vous a été proposé par Lambé, Zoetis, Lenker, Kevin Bacon et Cofim, avec la participation exceptionnelle des équipes de la clinique de Grosbois.